Bonjour à tous. Pour mieux comprendre cette vidéo, il est préférable d'avoir vu auparavant la 100e diffusion, Les années sans été. Cette vidéo remet en question nos origines, notre histoire. Elle nous interroge sur qui nous sommes et d'où nous venons. Vous trouverez une vidéo complémentaire sur les orphelins dans la diffusion 47. On nous dit souvent que les vieilles photographies sont une fenêtre sur le passé, un enregistrement impartial de la vie telle qu'elle était. Cependant, un examen plus attentif des images des plus grandes villes du monde au XIXe siècle révèle quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Des façades majestueuses, de larges avenues et une architecture complexe se dressent devant nous dans un silence complet, comme des villes fantômes figées dans le temps. Elles sont presque entièrement vides de toute présence humaine. L'explication la plus courante de ce phénomène est la limitation technique des premiers appareils photo. On dit qu'en raison des longs temps de pause, seuls les objets immobiles restaient dans le cadre, tandis que les silhouettes mouvantes des gens et des calèches se fondaient en nombre flou ou disparaissaient complètement. Cette version semble logique et pratique, nous permettant d'éviter de poser d'autres questions. Mais cette théorie s'effondre dès que nous examinons d'autres photographies de la même époque. Il existe des images, prises exactement au même moment, montrant les rues de villes européennes et américaines grouillant de vie. Elles capturent non seulement des foules de gens, mais même des chevaux, qui ne sont pas réputés pour rester immobiles pendant des dizaines de minutes. De plus, dès les années 1880, la technologie était déjà suffisamment avancée pour capturer le mouvement. Les frères Lumière présentaient leur premier film, où le temps de pause était assez court pour enregistrer des gens qui marchent et l'agitation de la vie quotidienne. L'argument selon lequel il fallait rester figé pendant une demi-heure pour une photo ne tient plus la route. Cela signifie que la capacité technique de capturer une ville vivante existait. Mais il ne s'agit pas seulement des gens. Ces villes ne montrent aucun signe de vie en soi. Les toits des magnifiques bâtiments ont des cheminées, mais aucune n'émet de fumée, alors que le chauffage à cette époque dépendait du feu. Les rues sont vides, bien que tout le commerce se fasse depuis des étals, des boutiques et des charrettes. Il n'y a pas le moindre indice de la routine quotidienne. Pas de linge séchant sur des cordes, aucune trace d'artisan au travail, pas de foin éparpillé pour les chevaux. Absolument rien. Parfois, une photographie d'une immense métropole peut capturer un ou deux individus, mais leur présence ne fait que souligner le vide écrasant. Cela rappelle les photos modernes de Pripyat, où les touristes se rendent occasionnellement pour se prendre en photo devant des bâtiments abandonnés. La grandeur de l'architecture contraste de manière frappante avec l'absence totale de vie. Cela nous amène à une question cruciale et troublante. Si la version officielle ne résiste pas à l'examen et que les villes étaient bel et bien vides, qu'est-il arrivé à leurs habitants? Où sont passés tous ces gens? Et pourquoi l'histoire reste-t-elle silencieuse sur ce vide étrange et sinistre? Le mystère des villes désertes n'est que le premier fil d'une toile de secrets que nous sommes sur le point de démêler. Le vide figé sur ces vieilles photographies est plus qu'une simple absence de foule. C'est un silence profond et envahissant qui imprègne chaque pierre et chaque avenue. Lorsque nous examinons les détails de plus près, il devient évident que le problème n'est pas la technique photographique, mais l'absence totale d'une société fonctionnelle. Des centaines de bâtiments ont des cheminées, mais le ciel au-dessus d'eux est d'une clarté cristalline. À une époque où le charbon et le bois étaient les seules sources de chaleur, les villes auraient dû être enveloppées de fumée, surtout pendant les mois les plus froids. Ici, il n'y a aucune fumée, comme si chaque foyer de chaque maison était froid. Les rues, qui auraient dû être les artères du commerce et de la vie sociale, semblent stériles. Il n'y a pas de charrettes livrant des marchandises, pas de vendeurs de rue criant leur prix, pas même les détritus habituels qui sont une partie inévitable de toute ville vivante. Les espaces publics, les places et les parcs, conçus pour les rassemblements et les loisirs, sont désolés et silencieux. On ne voit aucune blanchisseuse étendant le linge pour le faire sécher, un signe universel de la vie quotidienne que l'on retrouve dans toutes les cultures. Pas d'enfants jouant sur les pavés, pas d'artisans travaillant devant leurs ateliers. Les villes ne semblent pas simplement calmes, elles semblent inhabitées, comme de gigantesques décors de théâtre élaborés avant l'arrivée des acteurs. Même une comparaison avec des lieux abandonnés modernes, comme Pripyat, ne fait qu'approfondir le mystère. Une ville désertée après une catastrophe conserve les traces d'une vie brusquement interrompue.
Des effets personnels laissés derrière, des meubles dans les appartements, des manèges figés. Elle raconte l'histoire de sa propre chute. De plus, même les zones d'exclusion les plus isolées aujourd'hui sont visitées par des explorateurs, des touristes et des aventuriers. Leur présence laisse de nouvelles traces. Les villes anciennes de ces photographies, cependant, ne semblent pas avoir été abandonnées à la hâte. Elles semblent avoir été méticuleusement préparées, nettoyées, mais jamais vraiment habitées. Les rares silhouettes qui apparaissent parfois dans le cadre ne font que souligner l'ampleur de ce vide. Une seule personne sur une vaste place ou devant une grande cathédrale ressemble moins à un résident qu'à un explorateur solitaire qui serait tombé sur un royaume oublié. Mais le témoin le plus frappant et le plus éloquent de cette étrange anomalie est la nature elle-même. Autour des bâtiments monumentaux, d'apparence séculaire, qui semblent être là depuis des siècles, nous voyons une végétation étonnamment jeune. Les arbres plantés le long des avenues et dans les parcs sont de minces et fragiles jeunes pousses, qui ne semblent pas avoir plus de quelques années. Leurs troncs sont à peine aussi épais que le bras d'un adulte. Cela crée une dissonance incroyable. L'architecture parle d'une longue et riche histoire, tandis que le paysage environnant suggère un commencement très récent. C'est comme si quelqu'un avait érigé ces chefs-d'œuvre de pierre au milieu d'une terre presque nue, puis avait commencé à planter des parcs à partir de zéro. Si nous regardons ces mêmes endroits aujourd'hui, nous voyons des arbres puissants et tentaculaires, ainsi que des forêts denses qui ont mis 1 siècle et demi à pousser. Cela signifie qu'au moment où les photographies ont été prises, toute cette végétation était effectivement à ses débuts. Une question logique se pose. Qu'est-il advenu de la nature qui devait entourer ces villes auparavant ? Et pourquoi une civilisation capable de créer des structures aussi complexes vivait-elle entourée d'une flore si jeune et si clairsemée ? Tout cela indique une sorte de réinitialisation globale, un événement après lequel la vie, humaine et végétale, a recommencé, soit sur des ruines, soit, plus précisément, dans les décors tout près de quelque chose de grandiose. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire officielle du 19e siècle craque de toutes parts dès qu'on lui applique un peu de logique ? Toute notre vie, on nous a raconté des histoires d'hommes simples en bottes et en chapeaux haute forme qui, armés seulement de burins, de marteaux et de la traction chevaline, ont érigé des structures d'une telle complexité que nous aurions du mal à les reproduire aujourd'hui, même avec des grues à tours, des niveaux laser et la modélisation informatique. Il subsiste un sentiment tenace que l'humanité a été trompée, globalement, cyniquement et de manière très professionnelle. Mais tout mensonge, aussi grandiose soit-il, laisse toujours des traces d'incohérence. Et si nous suivons ces traces, nous pouvons découvrir l'un des secrets les plus sombres de l'époque dite victorienne. Au milieu du 19e siècle, partout dans le monde, comme sur l'ordre d'un chef d'orchestre invisible, des constructions gigantesques et incroyablement complexes en verre et en métal ont soudainement commencé à surgir. Londres en 1851, New York en 1853, Munich en 1854, puis Madrid, Sydney et Saint-Pétersbourg. La géographie de ce phénomène est stupéfiante. Les historiens officiels nous assurent catégoriquement qu'il ne s'agissait que de pavillons d'exposition. Mais dès que l'on réfléchit à cette affirmation, elle s'effondre. On nous demande de croire que des empires ont dépensé des ressources colossales, des milliers de tonnes de fonte, des millions de mètres carrés de verre d'élite, juste pour construire un bâtiment pour 6 mois, y tenir une exposition de réalisation agricole, puis le démonter ou, ce qui est encore plus suspect, le laisser brûler jusqu'aux fondations en quelques heures. Une telle approche contredit toute logique économique. Construire une structure de la taille de plusieurs terrains de football, dépenser le budget d'un petit État juste pour montrer au public des produits industriels et des plantes exotiques pendant une courte période, est le comble du gaspillage. Tout pouvoir, qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une république, est pragmatique jusqu'à la moelle. Si quelque chose est créé à un tel coût, cela doit apporter des avantages concrets, tangibles et à long terme qui dépassent l'investissement. Pourtant, on continue de nous parler de pavillons temporaires, ignorant le fait que la technologie de l'époque, selon les manuels scolaires, ne permettait pas de réaliser de tels projets avec une telle facilité et une telle rapidité. Cette structure était vraiment une serre, une gigantesque serre industrielle.
La conception créait un microclimat spécifique à l'intérieur. Température stable, humidité élevée et protection contre les rayons ultraviolets tout en permettant un maximum de lumière naturelle. Ce sont des conditions idéales pour la croissance. Mais on n'y cultivait pas des palmiers et des fleurs exotiques pour plaire aux yeux de la reine. Construire une installation de la taille de plusieurs terrains de football et dépenser le budget d'un petit état pour des ficus est économiquement insensé. Les conditions à l'intérieur ont été créées pour quelque chose de bien plus complexe et significatif. Prêtez attention aux conditions climatiques qui étaient artificiellement maintenues à l'intérieur de ces structures grandioses. Les schémas d'ingénierie et les descriptions conservées témoignent que la conception des palais de cristal créait un effet de serre parfait et puissant. L'espace intérieur assurait une température élevée, stable, une humidité accrue et une protection fiable contre les rayons ultraviolets, tout en maintenant un accès maximal à la lumière naturelle. On nous dit que c'était nécessaire pour le confort des visiteurs et pour présenter les réalisations industrielles. Mais comparons ces conditions avec les objets exposés. Les salles exposaient des machines, des locomotives à vapeur, des structures métalliques, des tissus et des tapis coûteux. Tout technologue confirmera que pour le métal, une humidité élevée est une condamnation à mort. La corrosion commence à détruire les mécanismes instantanément. Pour les tissus, les peintures et les tapisseries, un environnement humide est fatal, car il provoque moisissure et pourriture. Pourquoi maintenir un microclimat tropical à Londres pour une exposition de fer et de textiles? Cela défie le bon sens de la conservation. Cependant, pour les processus biologiques, la chaleur et l'humidité sont la base absolue de l'existence. Si nous considérons ces bâtiments non pas comme des musées, mais comme des laboratoires géants, le système de chauffage excessif et les étranges réservoirs d'eau déguisés en fontaines prennent une logique effrayante. C'étaient des conditions idéales pour la croissance accélérée d'organismes vivants. Nous abordons ici un autre mystère global du XIXe siècle, que la science officielle préfère contourner, l'incroyable explosion démographique. Après les événements étranges et catastrophiques du début du siècle, que de nombreux chercheurs alternatifs appellent le déluge de boue ou la catastrophe climatique de 1812-1816, la population de la Terre commence soudainement à croître de manière exponentielle. Des villes qui, à en juger par de vieilles gravures, étaient à moitié vides et enterrées sous la terre, se remplissent soudainement de millions d'habitants. D'où venaient-ils en si peu de temps? On nous raconte des histoires romantiques selon lesquelles les femmes de l'époque donnaient naissance à 10 ou 15 enfants et qu'ils grandissaient tous avec succès. Mais les statistiques et les réalités de l'époque disent le contraire. Le niveau de la médecine était extrêmement bas. Les conditions sanitaires dans les villes étaient monstrueuses et il n'y avait ni antibiotiques ni produits d'hygiène de base. Dans de telles conditions, le taux de survie des nourrissons était critique. L'accroissement naturel de la population ne pouvait physiquement pas produire les chiffres que nous voyons dans les rapports officiels du milieu du siècle. Les mathématiques des taux de natalité et de mortalité ne concordent pas si l'on utilise uniquement le facteur de la reproduction naturelle. Ce paradoxe a une explication qui peut sembler fantastique, mais qui s'intègre parfaitement aux spécifications techniques des palais de cristal. Si la population ne pouvait pas se rétablir naturellement à une telle vitesse, cela signifie que son nombre a été augmenté artificiellement. Ces bâtiments, appelés palais pour le peuple, étaient en réalité des incubateurs pour sa création. Des espaces vides géants, remplis de lumière et d'humidité, servaient d'usine pour cultiver de la masse biologique, de nouveaux humains destinés à remplacer la population perdue dans la catastrophe et à devenir la main-d'œuvre de la nouvelle ère industrielle. Et les preuves de ce processus ne se limitent pas à l'architecture seule. Si les nouveaux humains ne naissaient pas dans des familles, mais étaient produits de manière centralisée, il fallait bien les répartir sur la planète. Et nous trouvons des traces de cette logistique dans le déplacement massif d'enfants, transportés par trains entiers à travers le monde. Si la théorie du repeuplement artificiel semble trop audacieuse, l'histoire nous fournit des faits impossibles à ignorer et qui exigent une explication. Au milieu du XIXe siècle, en même temps que l'apparition des palais de cristal, un phénomène effrayant d'orphelinat de masse émerge dans le monde entier.
Dans les villes, de Londres à New York, des centaines de milliers d'enfants sans abri apparaissent soudainement. On les appelait les enfants trouvés, et l'ampleur de ce phénomène était industrielle. Rien qu'aux États-Unis, entre 1854 et 1929, un programme connu sous le nom de Train des orphelins a fonctionné. Plus de 250 000 enfants ont été transportés des métropoles surpeuplées de l'Est vers le Midwest pour peupler des territoires vides. Une question logique se pose. D'où venait cette armée d'enfants sans parents? Où sont leurs pères et leurs mères? Les chroniques historiques de cette période précise ne mentionnent ni guerre mondiale massive, ni épidémie de peste qui aurait pu décimer la population adulte en tel nombre, tout en laissant les enfants en vie. Ces orphelins apparaissaient comme sortis de nulle part. Ils remplissaient les orphelinats à ras-bord, ils étaient chargés dans des trains et envoyés vers l'inconnu, pour devenir de nouveaux fermiers, ouvriers d'usine, soldats. Ils n'avaient pas de passé, ils ne se souvenaient pas de leurs racines. Ils étaient des ardoises vierges, idéales, des rouages prêts à l'emploi pour le nouveau système économique construit sur les ruines de l'ancien monde. Chacun peut trouver confirmation de cet étrange fossé générationnel dans sa propre histoire familiale. Essayez de construire votre arbre généalogique en vous appuyant sur de vrais documents d'archives et des actes de naissance, et non sur des légendes familiales. La plupart des chercheurs se heurtent inévitablement à un mur effrayant datant d'environ 1850. Pour 90% de la population mondiale, l'histoire familiale s'arrête exactement à cette date, ou légèrement plus tard. Avant ce moment, le vide et l'obscurité. Soit les registres manquent, soit les archives ont brûlé, soit les ancêtres apparaissent dans les documents déjà adultes sans lignée enregistrée. La science officielle met cela sur le compte de l'analphabétisme paysan et de la mauvaise conservation du papier. Mais pourquoi cette perte de mémoire a-t-elle un caractère aussi global et planétaire ? Pourquoi coïncide-t-elle dans le temps avec la construction de serres géantes et la soi-disant révolution industrielle ? Un autre maillon de cette chaîne de preuves réside dans les expositions elles-mêmes, tenues dans ces mêmes palais de cristal. À la fin du XIXe siècle, lors d'expositions en Europe et en Amérique, on montrait ouvertement au public des incubateurs pour nourrissons, couveuses. Cela était présenté comme un miracle de la médecine, comme une sorte d'attraction. Les gens payaient pour regarder des bébés prématurés allongés dans des boîtes en verre chauffées. Mais peut-être n'était-ce pas une démonstration d'une technologie future avancée, mais la légalisation des restes d'un programme massif du passé. Lorsque le besoin de production humaine à l'échelle industrielle s'est estompé, l'équipement n'a pas été détruit immédiatement, mais monétisé, transformé en spectacle. On nous a montré la pointe de l'iceberg, appelée attraction, pour cacher le véritable objectif, bien plus global, de ces appareils. Cependant, cultiver un corps physique n'est que la moitié de la tâche. Cette énorme masse de gens, dépourvus de mémoire ancestrale et d'attache, devait être organisée. N'ayant pas de passé, il fallait leur donner une fonction, un but et une place dans le rang. Le matériel biologique était prêt, mais pour que le système fonctionne pleinement, il fallait télécharger le logiciel. Et c'est à ce moment précis que commence un processus sans précédent de standardisation sociale et de programmation de la conscience. Si vous avez cultivé des millions d'unités biologiques dans des conditions artificielles, vous êtes inévitablement confronté à la tâche suivante, tout aussi complexe. Elles doivent être socialisées et intégrées dans le modèle économique. Les vases vides doivent être remplis. Il faut télécharger un système d'exploitation de base dans leur conscience, leur donner une langue, inculquer des compétences pour entretenir les mécanismes et surtout, créer une fausse mémoire d'un passé qu'ils n'ont jamais eu. C'est précisément au milieu du XIXe siècle, simultanément au lancement des palais de cristal, qu'une unification totale se produit sur toute la planète. Le monde, auparavant coloré et chaotique, passe à des normes uniques comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Le système métrique est introduit, les tailles standards de briques et les largeurs de voies ferrées sont approuvées, et le temps est synchronisé. Mais l'outil le plus puissant de cette unification devient l'introduction du modèle prussien d'éducation scolaire.
On a l'habitude de nous dire que cela a été fait pour l'instruction des masses. Mais le véritable objectif était bien plus pragmatique. L'école de cette époque n'est pas un temple de la science, ni un lieu pour développer le potentiel créatif. C'est une chaîne de montage d'usines rigide. La cloche pour le cours, la cloche pour la pause, la discipline stricte, le par cœur mécanique et les uniformes identiques. Tout cela sont des éléments de programmation. Les biorobots, sortant des chaînes de montage des incubateurs, devaient apprendre à obéir aux signaux et à suivre les instructions sans poser de questions inutiles. L'identification de ces nouveaux citoyens était également purement utilitaire. Regardez les noms de famille qui apparaissent en masse dans les documents de l'époque. Smith, forgeron, Miller, meunier, Taylor, tailleur, Carpenter, charpentier. Des millions de personnes reçoivent soudainement des noms de famille dérivés de professions. Ce ne sont pas des noms ancestraux portant la mémoire des générations, mais des étiquettes d'inventaire. Tu travailles dans une forge, tu seras Smith. Tu moues de la farine, tu seras Miller. C'est la désignation fonctionnelle d'une bio-unité dans la nouvelle chaîne de production. Ces gens n'avaient pas d'histoire familiale, alors le système leur a attribué une fonction au lieu d'un nom. Cependant, le processus de croissance accélérée n'a pas été sans conséquences pour la physiologie. Le produit avait souvent des défauts. La technologie de maturation rapide avait des ratés, et les corps des nouveaux humains s'avéraient fragiles et sujets à une usure rapide. Une étude des catalogues d'exposition des palais de cristal révèle un détail choquant. À côté des métiers à tisser, des prothèses étaient exposées en quantité énorme. Des bras artificiels, des jambes, des yeux de verre et des fausses dents occupaient des stands entiers. L'histoire officielle tente d'expliquer cela comme les conséquences des guerres, mais aucun conflit mondial majeur n'était en cours à ce moment précis. Pourquoi le temps de paix avait-il besoin d'une telle quantité de pièces de rechange pour les humains ? La réponse réside dans l'imperfection physique des organismes cultivés. Leurs dents tombées, leurs membres lâchés et leur système osseux faible ne pouvaient pas supporter les charges. Prêtez attention à la mode victorienne, corsets rigides et hauts cols amidonnés. Ce n'est pas juste du style, c'est une nécessité. Une colonne vertébrale faible et des muscles dorsaux sous-développés chez des créatures cultivées, peut-être dans des conditions de gravité différentes ou dans l'environnement aquatique d'un incubateur, nécessitaient un soutien externe. Le corset servait d'exosquelette, sans lequel les corps se brisaient simplement. C'était une époque de cyborgisation forcée, cachée derrière la dentelle et le drap. La mémoire du déluge de boue et des incubateurs a été effacée en littéralement 2 générations, remplacée par un substitut tiré des manuels scolaires. Mais le système a laissé des marque-pages indélébiles. Le code génétique de ceux qui ont été cultivés dans les éprouvettes de Paxton porte une bombe à retardement. Nous sentons que ce monde n'est qu'un décor. Lorsque nous regardons des statues antiques ou des ruines majestueuses avec une nostalgie inexplicable, ce n'est pas seulement un sentiment esthétique qui parle en nous. C'est une recherche subconsciente de la vérité. C'est une douleur fantôme pour un âge d'or perdu et pour nos véritables créateurs, quels qu'ils fussent. Nous vivons dans une maison que nous n'avons pas construite et utilisons des choses dont nous avons oublié les principes de fonctionnement. Mais l'intuition nous dit « Autrefois, nous étions quelque chose de plus que du simple personnel de service sur cette planète. »